Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. En 2004, à l'occasion d'un nouvel anniversaire du coup d'État du 24 mars 1976, un professeur d'éducation physique tenta d'atteindre le sommet du mont Aconcagua. Cette expédition aurait pu relever uniquement de l'exploit sportif si elle n'avait eu pour but d'apposer sur le plus haut sommet du continent américain une plaque commémorative sur laquelle figurait une formule tirée du Nunca Más sur la défense de la dignité humaine et de la mémoire collective, une reproduction de la couverture du rapport de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, et un drapeau argentin. Quelques mois plus tard, en septembre 2004, à l'occasion du centenaire du quartier de Agronomía de Buenos Aires, des riverains décidaient de conserver un exemplaire du Nunca Más dans une capsule temporelle destinée à être ouverte 50 ans après. Ces deux initiatives illustrent l'importance que représente pour de vastes secteurs de la société argentine ce rapport rédigé il y a 32 ans, dans l'évocation du souvenir de la dernière dictature militaire, de la disparition de personnes et de la violence politique survenue dans le pays durant les années 1970. En outre, ce rapport a acquis une valeur d'héritage pour les générations futures. L'objectif de la présente recherche s'inscrit précisément dans la compréhension des processus politiques par lesquels le Nunca Más acquiert ce statut d'héritage à travers l'étude détaillée de la conception de l'ouvrage, de sa circulation publique et de ses significations nouvelles. Le rapport Nunca Más fut élaboré par la CONADEP, une commission réunissant des personnalités de la société civile et des représentants de la Chambre des députés de la Nation. La CONADEP fut créée le 15 décembre 1983 par le président constitutionnel Raúl Alfonsín, autour des objectifs suivants. Réunir des plaintes et des preuves relatives aux disparitions et les remettre à la justice, enquêter sur le sort des personnes portées disparues et sur la destinée des enfants volés, dénoncer devant la justice toute tentative d'occultation ou de destruction de preuves liées à ces faits, et enfin présenter un rapport final. Le Nunca Más mit en évidence la responsabilité de l'État dans la structuration et le fonctionnement du système de disparition forcée de personnes. Le rapport connut un succès éditorial immédiat sans précédent dans ce domaine. De 1984 à 2015, 610 000 exemplaires ont été vendus, dont 45 000 en langues étrangères. L'importance publique du Nunca Más s'est accrue en 1985, lors du procès à l'encontre des juntes militaires. En effet, la stratégie de l'accusation s'est largement inspirée de la structure narrative et argumentative du rapport et le tribunal, en acceptant son caractère probatoire, a reconnu sa valeur juridique. De même, la voix inédite empruntée par l'Argentine concernant son passé a attiré l'attention de nombreux acteurs de la région, encourageant un processus de démocratisation. Dans ce contexte, le processus engagé par la CONADEP fait figure de modèle pour nombre d'États et d'organismes de défense des droits de l'homme, DDH, en ce qui concerne le traitement et la divulgation du passé de violence politique qu'a connu le continent sud-américain durant les années 1970 et 1990. Dans ce contexte régional, les commissions de la vérité constituent le principal mode de production d'un savoir et d'une vérité concernant ces processus historiques. Au-delà de la réussite ou de l'échec de ces enquêtes sur le plan judiciaire, ou des différences en matière de stratégie narrative et explicative, le Nunca Más argentin fut, sans nul doute, un modèle incontournable pour chacune de ces commissions. Au milieu des années 1990, le Nunca Más entre dans un nouveau cycle de diffusion massive et devient l'ouvrage de référence à l'heure de transmettre aux nouvelles générations un sens au passé récent. Il est incorporé au programme scolaire et publié en fascicules par les journaux nationaux. Parallèlement à cette diffusion, on observe un accroissement significatif des films traitant de cette période noire de l'histoire argentine. Gravée sur d'innombrables plaques commémoratives, la formule Nunca Más se popularise et devient peu à peu un mot d'ordre politique. À travers ses différents usages, le Nunca Más acquiert une grande légitimité à l'heure d'interpréter la violence du passé. Constamment, il fait l'objet de significations nouvelles et ce caractère fluctuant est une clé interprétative essentielle des études sur la mémoire collective.
En 1925, Maurice Halbwachs révolutionne la manière de penser la mémoire en affirmant que les individus ne se remémorent pas de manière isolée, mais au sein de groupes situés dans un espace et un temps donné qui, à travers des structures spécifiques, confèrent un sens à leurs expériences. Puisque le passé ne peut être remémoré à souhait et dans sa totalité, son évocation implique des processus de sélection répondant aux intérêts et aux valeurs du temps présent. Dans cette perspective, et vu la multiplicité des groupes sociaux, la mémoire devient plurielle. Le sens du passé abandonne sa condition de chose immuable, sujette à la compréhension littérale de la volonté privée, et est désormais considéré comme le produit de la dynamique politique et culturelle, et par conséquent comme le résultat des luttes visant à le doter de sens. Aujourd'hui encore, ces propositions guident les recherches dans le champ des études sur la mémoire collective. Durant les années 1980, ce dernier a connu un nouvel élan lié au contexte de crise des États nationaux et des grands récits interprétatifs, à l'accélération du temps social suite aux transformations technologiques inédites, à l'expansion de la culture de la mémoire dans la sphère publique et privée et à la remémoration du génocide nazi. Curieusement, et bien qu'il ait écrit durant une période marquée par le choc de la Première Guerre mondiale sur les consciences européennes, Halbwachs ne s'est pas penché sur l'impact des expériences limites et des violences extrêmes sur la mémoire. Le champ d'étude émerge en Argentine parallèlement à ces processus que connaît le monde occidental. Au milieu des années 1990, la mémoire fait l'objet de recherches académiques centrées sur la violence politique et la dernière dictature. Le Nunca Más fait ainsi l'objet de recherches à partir de perspectives diverses. Un groupe se penche sur le rapport et sur la CONADEP, en considérant la gestion des violations des droits de l'homme depuis une perspective comparatiste. Ces travaux se penchent sur l'impact du Nunca Más et de la Commission sur la justice transitionnelle, sur les différences et les similitudes entre les diverses commissions de la vérité à l'échelle internationale, latino-américaine ou régionale, et enfin sur les diverses interprétations du passé récent. Parallèlement, un autre groupe de recherche analyse les continuités et les ruptures concernant la représentation des violations des droits de l'homme, tout en signalant les répercussions politiques de la perspective du Nunca Más. Enfin, si elle ne porte pas exclusivement sur le Nunca Más, la recherche de Hugo Vezzetti propose une interprétation globale du rôle de l'ouvrage dans la construction de l'interprétation de la dictature et de ses liens avec la justice et avec les transformations récentes de la mémoire sociale. Ces antécédents de recherche montrent le rôle prépondérant joué par le Nunca Más dans la construction d'une nouvelle vérité publique sur les disparitions forcées. Son intérêt juridique, son impact sur le processus politique local, sa transcendance sur le plan des idées et des représentations, sa constitution en tant qu'outil pédagogique et modèle pour la gestion de processus similaires à l'échelle internationale. Malgré tout, et en dépit d'une reconnaissance unanime du caractère canonique de l'ouvrage dans le champ de l'histoire récente en Argentine, l'histoire politique du Nunca Más n'a encore jamais été traitée en tant qu'objet spécifique de recherche, c'est-à-dire les processus marquants de son élaboration, de sa circulation, de ses usages et de ses significations nouvelles. L'analyse de l'histoire du Nunca Más se distingue des études sur les ouvrages ou les préceptes anciens à prétention universelle, ayant fait l'objet de interprétations majeures dans des contextes politiques fort distincts. La brève trajectoire de ce rapport sur le plan historique oblige le chercheur à prendre certaines précautions méthodologiques propres à la recherche sur l'histoire récente. S'il va sans dire que toute intervention académique est susceptible de faire l'objet d'un débat public et d'usages divers, il n'en demeure pas moins que l'actualité politique et judiciaire de l'histoire dans laquelle s'inscrit le Nunca Más nous contraint à un indispensable effort critique vis-à-vis des sources orales et écrites. Concernant ces dernières, la difficulté est accrue du fait de l'inaccessibilité des archives encore aux mains des responsables des disparitions et de l'absence de règles de consultation des documents publics sur le passé récent au niveau national. Les marques laissées par ce passé enjoignent le chercheur à prendre soin de ne pas heurter la sensibilité des personnes interrogées. Néanmoins, il se doit aussi de passer outre ce sentiment d'empathie s'il veut éviter de reproduire, avec la parole du témoin, la fétichisation positiviste des documents écrits. Dans cette perspective,
Cette recherche combine différentes approches méthodologiques propres à l'analyse qualitative et se penche sur un vaste corpus de sources provenant de la presse nationale et régionale, de revues d'actualité et politique, de la presse partisane, de périodiques des organismes de défense des droits de l'homme et de publications officielles parues entre 1983 et 2007. Divers fonds d'archives ont été explorés, notamment ceux de la CONADEP, de EDBA, de Memoria Abierta, une association réunissant les archives de nombreux organismes de DDH, de même que des fonds audiovisuels et plusieurs enquêtes d'opinion. 47 entretiens ont été réalisés de manière plus ou moins formelle, avec des membres et du personnel de la CONADEP, des dirigeants politiques, des membres d'organismes de DDH, ainsi qu'avec des traducteurs et des graphistes de différentes éditions argentines et étrangères du rapport. De même, 60 entretiens ont été menés avec pour objectif de comprendre le monde des lecteurs récents du Nunca Más. Ajoutons enfin notre participation en qualité d'observateur à divers actes publics, concernant la CONADEP et le Nunca Más. Le croisement de ces sources spécifiques a eu pour but d'assurer une validation multiple de nos propositions. Cet ouvrage se compose de 4 chapitres. Le premier présente un panorama de l'histoire politique argentine du XXe siècle et distingue les caractéristiques propres aux disparitions forcées au sein de cette histoire marquée par la violence politique. Il présente ensuite la grande hétérogénéité de la connaissance et la reconnaissance de la nature des disparitions forcées parmi les plaignants, ainsi que la construction parallèle d'un discours homogène basé sur la culture des droits de l'homme et motivé par la dénonciation de ces crimes. Ce premier point vise à mettre en perspective les obstacles spécifiques que représentent ces disparitions sur le plan de la connaissance, et l'adoption par les acteurs concernés d'une forme de récit sur la violence dont s'inspirera le Nunca Más. Le second chapitre se penche sur le processus politique qui encadre la recherche de la CONADEP. Comment, en grande partie grâce au volontarisme politique de l'État et à la pugnacité des organismes de DDH, la Commission a-t-elle réussi à constituer un nouveau savoir relatif au système des disparitions forcées et un corpus de preuves inédit afin de juger ses responsables? Ce chapitre propose une nouvelle interprétation de la nature de la CONADEP, présentée dans les études sur l'histoire récente argentine comme une commission de personnalités, ou de notables, à travers laquelle l'État s'est prononcé contre les violations des droits de l'homme. Ce chapitre s'inscrit en faux contre ce point de vue, et soutient que le succès de l'enquête de la CONADEP et de son rapport résulte des initiatives engagées par l'État et les organismes de DDH. Si, comme le signale Raoul Girardet, l'histoire de tout symbole commence généralement par une énigme, celle du mystère de ses origines, alors ce chapitre se propose de découvrir la manière dont s'est constitué ce récit du passé récent devenu emblématique. Le troisième chapitre porte sur l'interprétation de la violence politique que propose le Nunca Más. Il s'agit d'un examen approfondi du style narratif à travers lequel le rapport expose le système de disparition et responsabilise ses auteurs. La conclusion de ce chapitre suit la conceptualisation de Steve Stern, au sens où le Nunca Más introduit une nouvelle mémoire emblématique, dans la sphère publique, c'est-à-dire une lecture fondatrice de la violence politique et des disparitions forcées, en incorporant aux principes instaurés par le gouvernement du président Alfonsín, 1983 à 1989, le discours humanitaire constitué pendant la dictature. Le quatrième et dernier chapitre analyse les usages et les significations nouvelles du Nunca Más à partir de sa publication, en 1984, jusqu'à nos jours. Il s'agit de montrer comment, à travers la reproduction de ces clés narratives et interprétatives au tribunal, dans l'opinion publique, dans le débat politique et dans les productions culturelles, cette mémoire emblématique, instituée par le Nunca Más, est devenue hégémonique au cours de la présidence de Alfonsín. Dans le même temps, le sens même de cette mémoire fait l'objet de controverses et les interprétations diffèrent selon les objectifs qui, sur le plan judiciaire, opposent le pouvoir exécutif, les forces armées et les organismes de DDH. Ce chapitre retrace aussi la trajectoire du rapport pendant les mandats du président Carlos Saúl Menem, 1989 à 1995 et 1995 à 1999. Après une brève période d'éclipse éditoriale,
Il connaît un regain d'intérêt et acquiert progressivement le statut d'ouvrage de référence à l'heure de transmettre la mémoire du passé récent. Au cours de ce processus, le rapport est revendiqué par différents groupes provenant de la société civile et à partir de 2003 par le président Nestor Kirchner, 2003 à 2007. Enfin, il s'agit de mettre en lumière les interventions ayant contribué à la canonisation et à la signification nouvelle du Nunca Más, notamment à travers le questionnement de certains présupposés du régime de mémoire construit lors de l'élaboration du rapport. La thèse de cette recherche soutient que le Nunca Más a mis en place un nouveau régime de mémoire concernant la violence politique et les disparitions en Argentine, tout en introduisant certains principes généraux de la démocratie politique. Les principes mis en avant par le gouvernement Alfonsine pour juger la violence politique et mis en avant par le discours humanitaire durant la dictature pour dénoncer ces crimes. Je propose le concept de régime de mémoire pour qualifier ces mémoires emblématiques, qui acquièrent une hégémonie dans la sphère publique à travers l'instauration des cadres interprétatifs du mémorable et des formes narratives pour l'évoquer, le penser et le transmettre. Les régimes de mémoire sont le résultat de relations de pouvoir qui, dans le même temps, contribuent à leur reproduction. Néanmoins, nous ferions fausse route en considérant ces régimes à partir d'une perspective mécaniciste de la mémoire et du pouvoir. Car si en effet la formation et l'expansion de ces régimes de mémoire dans la sphère publique sont le produit de rapports de force politique, ils résultent aussi de l'incorporation de sens à propos du passé récent par des acteurs qui, dans leur lutte contre les idées dominantes, construisent et réussissent à imposer leur propre cadre interprétatif, ou s'approprient et redéfinissent les cadres institués par les groupes HE-GE-hégémonie. Les régimes de mémoire ne se succèdent pas de manière linéaire. D'une part, car il est toujours possible de repérer dans un régime de mémoire les vestiges de régimes antérieurs. La trajectoire d'un régime de mémoire résulte de certains principes institués par le régime précédent, des principes que le nouveau régime réorganise à un tout autre niveau, réunissant ainsi les conditions nécessaires à la formation du régime suivant. D'autre part, suite à un bouleversement politique ou culturel, il y a de fortes chances que les modes d'interprétation d'un régime de mémoire soient remplacés. Ainsi, comme tout processus social, les régimes de mémoire se caractérisent par leur réversibilité. La pérennité d'un régime de mémoire dépend de la reproduction de ses clés interprétatives et narratives au cours du temps, comme de sa capacité à surmonter les transformations politiques et culturelles dans la sphère publique. La constitution des régimes de mémoire est complexe car elle suppose l'adoption de propositions communes pour évoquer le passé. Un régime de mémoire ne peut cependant uniformiser les souvenirs, ou empêcher la circulation d'interprétations distinctes ou hostiles à ces principes. S'ils n'excèdent pas certains cadres, ces conflits peuvent même contribuer à la reproduction du régime de mémoire dans le temps. Précisément, la propriété distinctive d'un régime de mémoire réside dans le fait que ces propositions organisent le débat public et se convertissent ainsi en objets privilégiés des luttes pour donner du sens au passé. Elles peuvent ainsi façonner et délimiter les interprétations divergentes. Cette recherche contribue à comprendre les processus politiques et culturels qui, à partir du retour de la démocratie en 1983, firent du Nunca Más un récit structurant à l'heure d'évoquer le souvenir de la dictature, des disparitions et de la violence politique en Argentine. Elle vise à saisir les glissements de sens résultant de nouveaux modes de remémoration et d'interprétation du passé récent. Cette analyse se propose donc de mettre en lumière à la fois les continuités et les ruptures les plus significatives de cette mémoire sociale. C'est l'histoire de ce rapport, dont le titre à la fois invoque le souvenir et incarne un espoir collectif, que nous relatons dans cet ouvrage. Chapitre I. Disparition, mémoire et connaissance. Disparition et violence politique en Argentine. Le coup d'État qui éclate en Argentine le 24 mars 1976 est le fait d'une junte militaire. Depuis le renversement du gouvernement constitutionnel de Hipólito Yrigoyen en 1930, les coups d'État ponctuent inlassablement l'histoire politique argentine. Néanmoins, la dictature militaire qui s'installe en 1976 introduit deux modifications significatives concernant le degré d'intensité et la forme de la violence politique que connut jusqu'alors l'Argentine au XXe siècle. D'une part,
Par rapport à la répression antérieure à l'encontre de militants politiques ou syndicaux, la nouvelle dictature met en place, et de manière systématique, une forme inédite de crime qui traduit une volonté politique d'extermination, la disparition forcée de personnes. D'autre part, la nature clandestine de la disparition en fait d'une pratique novatrice au regard d'autres formes d'assassinat politique. Cette spécificité distingue la dictature argentine des autres régimes autoritaires qui apparaissent dans le cône sud durant la décennie. Au Chili, les disparitions forcées représentent un tiers des 3200 personnes assassinées suite au coup d'État de 1973. Au Brésil et en Bolivie respectivement, 243 et 155 cas de disparition sont avérés, tandis qu'en Uruguay, c'est la prison politique prolongée qui prévaut. En quoi consistent exactement ces disparitions ? Il s'agit de la détention ou de l'enlèvement de personnes, effectuées par des militaires, des policiers ou des membres des forces de sécurité en uniforme ou en civil. Les personnes séquestrées sont ensuite dirigées vers des lieux illégaux de captivité appelés Centros Clandestinos de Detención, CCD, situés généralement au sein de dépendances militaires ou policières. Elles y sont torturées puis, dans la grande majorité des cas, assassinées. Les corps des disparus sont ensuite inhumés de façon anonyme, incinérés ou jetés à la mer, et leurs biens sont expropriés. Le pouvoir a toujours nié toute responsabilité face aux pratiques dénoncées à la fois par les organisations de DDH antérieures et postérieures au coup d'État. Ce qui distingue la pratique de la disparition du crime de masse, où les victimes sont ciblées pour leurs conditions biologiques, c'est que le disparu peut être récupéré s'il renonce à son idéologie révolutionnaire en faveur des valeurs prônées par ses ravisseurs. C'est la raison pour laquelle les enfants des disparus sont épargnés, confiés à des familles et élevés suivant les valeurs de l'ordre établi. La création de la CONADEP en 1983 par le président Raúl Alfonsín a pour objectif d'enquêter sur le sort des disparus. Elle recense officiellement 8960 cas de disparition, parmi lesquels 90% sont postérieurs au coup d'État de 1976. Pour leur part, les organismes de DDH avancent le chiffre de 30 000 disparus, qu'ils justifient par le fait que nombreux sont les cas n'ayant jamais fait l'objet de plaintes, et dénombrent 500 appropriations d'enfants de parents disparus, parmi lesquels, à la date de mars 2015, 116 ont récupéré leur identité. En 2009, les derniers chiffres officiels comptabilisaient 7140 cas de disparition, 1336 exécutions sommaires, 2793 survivants et 1541 plaintes en cours d'évaluation. Comme le souligne Brisque, les chiffres du recensement du nombre de disparus sont intimement liés à la nature clandestine du crime, au refus des responsables des crimes d'ouvrir leurs archives, au rôle joué par certains acteurs agitant publiquement leurs propres chiffres, et au contexte politique des controverses liées à cette comptabilisation. Malgré l'ampleur du dispositif d'extermination et de persécution mis en place par la dictature, nous réfutons la thèse d'un effondrement de la civilisation, défendue par Vezzetti, d'après Norbert Elias, qui de notre point de vue esquive certaines caractéristiques spécifiques de la vie institutionnelle et politique argentine. Depuis 1930, et dans le cadre d'une tradition politique qui remonte au XIXe siècle, de vastes secteurs de la société civile justifient l'interventionnisme militaire dans la sphère institutionnelle. Une culture caractérisée par le mépris de la loi et de l'altérité s'est constituée sous l'influence de l'intégrisme catholique et des courants nationalistes et conservateurs. L'usage de la torture à l'encontre des prisonniers politiques se banalise, et plus généralement, le recours à la violence pour mettre fin au conflit acquiert un statut privilégié dans l'imaginaire politique. En 1946, le surgissement du péronisme place les travailleurs au centre de la scène politique. Dans le cadre d'un projet populiste autoritaire, et via un processus de substitution d'importation et de renforcement du marché interne, le péronisme mène une politique d'ascension sociale et d'ampliation des droits des femmes et des travailleurs. En 1955, le renversement de Juan Perón, fomenté par une alliance entre des secteurs de l'armée, de l'Église catholique et de l'opposition, accentue la polarisation et la violence politique. La Révolution Libertadora proscrit le péronisme en prohibant les symboles du mouvement et toute référence au leader. Le 7 octobre 1955,
Le gouvernement crée par décret la Comisión Nacional Investigadora chargée d'enquêter sur l'enrichissement personnel de Perón et sur la formation d'un État totalitaire sous son mandat. À partir du modèle allemand de dénazification, le péronisme étant alors considéré comme une version locale du nazisme, il s'agit de désperonizar la société argentine. En août 1956, la commission présente les 5 tomes de conclusion de son enquête et publie une version abrégée destinée à une diffusion massive, El Libro Negro de la Segunda Tiranía. Le titre même de l'ouvrage inscrit le péronisme dans une généalogie historique qui fait de Perón l'héritier de Juan Manuel de Rosas, qui au XIXe siècle imposa un régime antilibéral basé sur la terreur. La chute de Perón inaugure un cycle d'instabilité institutionnelle et d'agitation sociale marqué par une radicalisation politique croissante. Parallèlement, dans un contexte de guerre froide exacerbé par la victoire de la révolution cubaine, qui exerce une grande influence sur la nouvelle gauche marxiste et péroniste, les forces armées se voient confier une nouvelle mission institutionnelle, le combat contre la subversion. Ces dernières s'intéressent de près aux pratiques expérimentées par l'armée française en Algérie et en Indochine, telles que la torture comme outil de renseignement militaire et le concept de guerre totale, qui fait de tout individu un ennemi potentiel. L'influence française est aussi spirituelle. On assiste ainsi à partir de 1957 à un retour en force à travers la création des premiers vicariats, d'un intégrisme catholique à la fois anticommuniste et antilibéral. En outre, les forces armées adoptent la doctrine, d'origine nord-américaine, de sécurité nationale, qui considère tout conflit comme une atteinte à la sécurité nationale fomentée par la subversion. Cette doctrine fait de l'armée le seul garant de l'intérêt national. Ainsi, selon les chiffres du ministère de la Défense des États-Unis, 3676 militaires argentins ont fréquenté les académies militaires du pays entre 1950 et 1975. En 1962, après le renversement du gouvernement d'Arturo Frondizi, Felipe Vallès, délégué syndical et militant de la Juventud Peronista (JP), disparaît à l'âge de 22 ans. Il s'agit d'un cas isolé, faisant suite à un acte de torture, et non pas d'une disparition préméditée. Au-delà de ces considérations, le cas du jeune Felipe Vallès s'inscrit dans un contexte marqué par une répression croissante à l'encontre des syndicats et par l'incapacité de l'anti-péronisme, confronté à la résistance du péronisme proscrit, à mettre en place un système politique stable. Les gouvernements civils, comme celui de Arturo Illia, 1963 à 1966, souffrent donc d'un déficit de légitimité. Preuve de la radicalisation des forces armées qui s'engagent dans la lutte anti-subversive, le discours du général Juan Carlos Onganía à l'Académie militaire de West Point, en 1964, dans lequel il proclame que l'ennemi interne constitue la menace principale à laquelle doit faire face leur institution. À peine 2 ans plus tard, Onganía prend la tête de l'autoproclamée Révolution Argentina qui renverse le président Illia. Les forces les plus réactionnaires, liées à l'intégrisme catholique, accèdent alors au pouvoir. L'université de Buenos Aires est placée sous tutelle, et de nombreux professeurs sont remerciés. Parallèlement, la censure se durcit et l'État part en croisade contre les nouveaux modes de vie de la jeunesse argentine. En mai 1969, dans une conjoncture nationale marquée par une radicalisation politique et un contexte international encore sous le coup des événements de 1968, c'est le Cordobazo. Des ouvriers et des étudiants s'emparent des rues principales de la ville de Cordoba. Leurs revendications concernent des demandes sectorielles, mais aussi la restitution des libertés publiques. Cet événement inaugure un cycle de protestations sociales marqué par l'émergence d'un mouvement de masse, populaire et antidictatorial. Les conséquences du Cordobazo sont multiples. Onganía doit démissionner, les syndicats révolutionnaires voient s'accroître leur légitimité au sein du mouvement ouvrier, la gauche révolutionnaire se radicalise et les premières organisations armées apparaissent. Ces dernières voient dans ce mouvement de masse la preuve qu'une révolution est désormais possible, et que l'usage de la violence à des fins de transformation sociale est légitime face à la violence du système. 1 an après le Cordobazo, le mouvement guevariste Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, et Montoneros, d'origine péroniste, défient via des opérations armées le monopole étatique de la force. Dans ce contexte,
La politique répressive d'Onganía et de ses successeurs, les généraux Marcelo Livingston et Alejandro Lanús, est dénoncée par des organisations qui luttent pour la libération des prisonniers politiques. Parmi elles, la Comisión de Familiar y Amigos de Detenidos, COFADE, d'origine péroniste, publie un pamphlet dont le titre, Libro Negro de la Casa Rosada, est une réponse directe au rapport de la commission créée par la Revolución Libertadora. La répression, note la commission, montre que le système capitaliste ne peut subsister sans exercer une politique de terreur à l'encontre des travailleurs urbains et ruraux. En 1973, le Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos prolonge cette perspective critique pour dénoncer les exactions de la Révolution Argentina. Née 2 ans auparavant, cette organisation réunit des avocats de prisonniers politiques, Raúl Aragón, Mario Amaya, Rodolfo Matarolo et Mario Hernández, des artistes et des intellectuels, Léon Ferrari, Tununa Mercado, Noé Gitric et Gilou Garcia Reynoso, et des syndicalistes, Agustín Tosco et Raimundo Ongaro. Tiré à 3000 exemplaires, le rapport intitulé Proceso a la explotación y a la represión en Argentina dénonce les lois répressives, le rôle de la Cámara Federal en lo penal especial chargée de juger les guerrilleros, la torture infligée aux prisonniers politiques et les conditions de vie des classes populaires. Il contient des déclarations de prisonniers politiques, de disparus libérés et de proches de personnes séquestrées. C'est la première fois que des témoignages sont ainsi réunis, dans le but de dénoncer le tour répressif du gouvernement de facto. Le rapport relate la chronologie des enlèvements suivis de disparitions. Dans les dénonciations des proches de disparus transparaît le récit de la militance révolutionnaire. C'est le cas de Nora, dont le mari, Néstor Martins, a disparu en 1970, qui critique la position officielle niant toute responsabilité, ou celui de Susana, dont le mari, Luis Pujal, a disparu en 1971, qui exhorte le président Lanús à respecter la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Quant aux témoignages des prisonniers politiques, pour certains membres de la guérilla, ils associent la torture à la défense de l'ordre social et la résistance à l'engagement révolutionnaire. Le ton des rédacteurs du rapport fait écho à ces témoignages. Selon eux, la répression est inhérente à l'ordre capitaliste et s'articule parfaitement avec le projet économique de la dictature de la Révolution Argentina. D'autre part, ils placent sur le même plan la violation des droits civiques et celle des droits économiques et sociaux. Il n'y a qu'une différence de degré entre l'enfant qui meurt faute d'assistance, l'ouvrier qui meurt faute de normes de sécurité et Pujal, le couple Ver Palacio, Monti, Belloni ou Jauregui, éliminé purement et simplement. Et lorsqu'ils saluent la liberté de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont lutté contre le régime, ils rendent hommage de manière allusive aux combattants de la guérilla. Dans le même temps, ils en appellent au devoir de mémoire, pour que jamais plus cette violence ne se répète. Enfin, ils interprètent la victoire du péronisme de mars 1973 comme l'émergence d'une conscience nouvelle concernant les droits de l'homme qui, pour s'imposer, doit s'attaquer à la structure du système ayant réuni les conditions de possibilité de ces crimes. Ainsi, le prisme interprétatif du rapport coïncide avec le regard de la militance radicale qui, tout en légitimant la violence politique, observe avec intérêt le retour du péronisme au pouvoir. Malgré l'amnistie accordée aux prisonniers politiques par Héctor Cámpora lors de son accession à la présidence en 1973, les contradictions politiques se multiplient. Alors que plusieurs organisations syndicales critiquent les accords signés par la Centrale Générale de los Trabajadores, CGT, dans le cadre du pacte social, les entreprises, en jouant sur les prix et l'approvisionnement, font pression sur le gouvernement. Parallèlement, le ERP poursuit ses actions dans un contexte de lutte exacerbée entre l'aile gauche et l'aile droite du péronisme suite au massacre d'Ezeiza, perpétré le 20 juin 1973 lors du retour d'exil de Perón. L'accession de Perón à la présidence le 12 octobre 1973 entraîne de nombreuses désillusions dans les rangs révolutionnaires. Le général était jusqu'alors considéré par Montoneros et la gauche péroniste comme le chef de file du processus révolutionnaire en cours, et de vastes secteurs péronistes, mais aussi non péronistes, le jugeaient seul capable de mettre fin à la violence politique. Une fois au pouvoir néanmoins,
Perón promulgue une série de lois et de décrets répressifs visant Montoneros et le ERP, qui le provoquent à travers des assassinats comme celui de José Rucci, dirigeant de la centrale Obrera, et des offensives armées contre des infrastructures militaires. Il se prononce publiquement lors d'un rassemblement sur la Plaza de Mayo contre Montoneros et soutient les appels à la destitution des gouverneurs proches de l'organisation. Parallèlement est créée la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, une organisation paramilitaire ayant pour mission de menacer et ou d'assassiner des opposants politiques, des intellectuels ou des syndicalistes liés à la gauche péroniste ou marxiste. Comme le signale Marina Franco, chez les socialistes et les communistes, de même qu'à la Unión Cívica Radical UCR, dirigée par Raúl Alfonsín, des voix s'élèvent contre les terrorismes de tous bords, condamnant ainsi à la fois la violence paraétatique et celle de la guérilla. Perón décède le 1er juillet 1974 et sa femme lui succède. L'année précédente, face à l'impossibilité de résoudre les luttes internes au péronisme, il avait été décidé que María Estela Martínez de Perón, malgré un manque patent de charisme politique, se présenterait à la vice-présidence. Son mandat se caractérise par un alignement constant avec l'aile droite du péronisme et par une explosion de la violence politique. Le 5 février 1975, à travers le décret numéro 265 promulgué par le Poder Ejecutivo Nacional, PEN, débute le Operativo Independencia visant à neutraliser et ou anéantir l'action des éléments subversifs agissant dans la province de Tucumán. Un groupe de guérilleros s'était établi depuis peu dans cette province du nord-ouest argentin. Agdel Vilas, le général en charge de l'opération, confie dans ses mémoires que les méthodes employées, l'enlèvement, la torture et l'assassinat des personnes suspectées de collaboration avec l'ennemi, mêlées à un strict contrôle de la population, provenaient de l'enseignement d'officiers français ayant participé aux guerres coloniales en Algérie et en Indochine. Au cours de cette opération est créé le premier CCD, et les disparitions se multiplient. Malgré la divulgation publique de ces exactions, seules quelques plaintes pour disparition sont déposées. Nous savons désormais que parmi les personnes enlevées à Tucumán, 25% le furent durant cette opération. Et malgré diverses interpellations publiques concernant ces disparitions, le gouverneur péroniste Amado Djouri a toujours nié avoir eu connaissance de leur existence. L'aval du gouvernement et de l'opposition concernant l'intervention militaire dans la lutte antisubversive s'étend à tout le pays à partir d'octobre 1975, via le décret numéro 2772 promulgué par le président par intérim Italo Luder. Parallèlement, il est décidé que la lutte contre la subversion s'opérera clandestinement. La perception d'un pays en guerre gagne du terrain au-delà des secteurs des forces armées et de la guérilla. Et en effet, le pays est confronté à une recrudescence de la violence politique. Entre 1973 et 1976, on recense ainsi 8509 actions armées, 1543 assassinats. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.